Ah oui, voilà. Voilà. Nous vous remercions. Boa noite, bonsoir à tous, Madame la Consul Générale du Portugal, Mesdames et Messieurs, représentants de la communauté portugaise, Mesdames et Messieurs, représentants des institutions commerciales et financières portugaises, chers professeurs d'ILCP, chers parents et chers élèves. Je vous remercie de votre présence à cette conférence. Au nom de l'ILCP, nous remercions Madame la Consul Générale du Portugal pour sa présence parmi nous aujourd'hui et pour tout son soutien inébranlable envers nous, la promotion du portugais et la diffusion de nos grands talents. Nous avons l'honneur et la chance de recevoir aujourd'hui José Rodrigues dos Santos. Je pense que je vais être très courte parce qu'on le connaît bien. Il est écrivain, un grand écrivain, journaliste, professeur à l'Université Nouvelle de Lisbonne. Il est le présentateur vedette du journal du 20h au Portugal pour les chaînes RTP1, RTP International, RTP Afrique et RTP Mobile. C'est un grand reporter, correspondant pour CNN dont il a eu beaucoup de prix et la BBC. Il a couvert des grands conflits, notamment en Israël, en Palestine, au Liban, en Irak, en Bosnie, en Serbie, à Timor oriental. Il a été, comme je vous l'ai dit, 3 fois primé par CNN, entre autres prix. José Rodrigues dos Santos a écrit 7 essais remarquables et 13 romans, dont plusieurs best-sellers traduits dans plus de 18 langues. Dans ces romans, il vous expliquera, mais il a certains romans qui sont plutôt romans historiques et d'autres qui sont, on appelle thrillers, des polars, avec fond scientifique. Il est avec nous aujourd'hui pour nous présenter son roman, surtout son roman La Clé de Salomon, publié l'année dernière, d'abord en France, au mois de mai, et après au Portugal, en octobre 2014. Je voulais juste rappeler que cette conférence sera suivie après d'une courte séance de dédicace à ILCP. Merci beaucoup et bonne conférence. Pour ceux qui parlent français, n'ayez pas peur, je vais faire la présentation en français. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on meurt ? Je pense que c'est une question qu'on se pose souvent, surtout quand on devient plus âgeux. Au moins moi, je le fais souvent, parce que c'est peut-être un des plus grands mystères de l'existence humaine. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt ? Est-ce que c'est la fin de tout, ou est-ce que il se passe quelque chose de plus? J'ai l'idée d'écrire un roman sur ce sujet il y a 7-8 ans, et j'ai essayé d'étudier le sujet, mais c'était un sujet difficile à travailler, parce qu'évidemment, personne n'a pas mouru et retourné pour raconter ce qui s'est passé. Mais nous avons des expériences des personnes qui étaient presque à la mort, ils sont arrivés presque à la mort, et quand ils sont réveillés, ils ont raconté des choses. On trouve, les médecins, c'est que 15% des personnes avec un arrêt cardiaque racontent des expériences de mort imminente. Ces gens-là, elles racontent, quand elles reviennent, qu'elles ont la sensation de sortir de son corps, d'aller au toit, de se voir à eux-mêmes dans le lit, avec peut-être les infirmiers et des médecins autour d'eux. Et après, ils allaient dans un tunnel avec une sensation agréable, généralement agréable. Ils voyageaient dans ce tunnel, il avait une lumière à la fin. Et ce qui se passait, c'est que quand ils sortaient du tunnel, il y avait une personne qui les attendait. Peut-être un être angélical, peut-être quelqu'un de la famille qui avait déjà décédé. Et cette personne le montrait quelquefois toute sa vie. Alors on revoyait toute la vie. Et puis cette personne disait, bon, il faut que tu retournes parce que ce n'est pas ton moment.
il faut que tout revienne à la vie. Et alors, la personne, elle se réveille dans la chambre de l'hôpital ou de son lit, chez lui, n'importe où. Ces expériences de mort imminente sont, comme j'ai dit, avec des gens avec un arrêt cardiaque, sont racontées par 15%. Mais évidemment, dans d'autres circonstances aussi. Ces circonstances où les gens sont dans une situation très dangereuse pour sa vie. Et les médecins, à ce sujet, pensent que les gens parlent la vérité. Pourquoi? Premièrement, parce que les rapports qu'elles présentent sont très consistantes et très cohérentes. Toujours, ces références, sortir du corps, aller au toit, se voir, le tunnel avec la lumière à la fin, sortir, revoir sa vie et retourner. Quelquefois, il y avait des personnes qui avaient seulement l'expérience de sortir de son corps. Quelquefois, une personne qui avait seulement l'expérience du tunnel. Autrefois, des personnes qui avaient seulement l'expérience de revoir toute sa vie. Et dans une circonstance plus rare, il y avait des gens qui avaient les trois expériences simultanément. Mais toutes les personnes, n'importe quelle culture, racontaient cette histoire. Et nous avons en effet le premier récit d'une expérience ainsi, c'est Platon dans La République, le livre La République. Il raconte un soldat qui était presque mouru et il a raconté quand il s'est réveillé cette expérience que j'ai déjà décrite. Alors on sait que c'est une chose ancienne et c'est une chose qu'on trouve dans plusieurs cultures. Ce n'est pas une chose seulement qu'on trouve ici. Et alors les médecins, ils sont sûrs que cette expérience est réelle dans le sens qu'elle est cohérente et aussi que les gens qui racontent, souvent, ne veulent pas raconter. Parce qu'elles pensent, on va penser que je suis devenu fou ou quelque chose ainsi. Alors, les gens ont une hésitation à raconter. Alors, ce n'est pas un mensonge, dans le sens où les gens veulent tromper les médecins et tout ça. Non, ce n'est pas ainsi. Alors, on est sûr que ces expériences sont réelles. Le problème, c'est qu'est-ce qu'elles signifient vraiment? Est-ce qu'elles signifient que nous avons une sorte d'âme, un esprit qui est différent du corps et qui peut sortir du corps presque physiquement pour aller n'importe où, au tunnel, au-delà de la vie, ou non? Eh bien, tout le monde, je pense, aimerait penser que oui, c'est une chose réelle. Il y a une âme qui sort du corps. Et cette âme, elle ne va pas mourir. Et je pense que c'est la réponse que tout le monde voudrait trouver. Mais cette réponse présente des problèmes. Par exemple, la personne, l'âme, elle sort du corps, elle va au toit, et elle se voit son corps dans le lit. Mais avec quels yeux elle se voit? Parce que les yeux sont restés au corps. Et comment elle a mémorisé ça si les cellules restent à la tête, dans le cerveau, dans le corps aussi? Alors, il y a un tas de problèmes qui commencent à monter quand on envisage cette possibilité. Et beaucoup de médecins pensent que, sont des hallucinations. Les personnes sont dans une situation très stressante et évidemment, il y a des libérations des chimiques dans le cerveau pour faire face à cette situation stressante de mort imminente, évidemment, et ça va créer des hallucinations dans la tête des gens. Mais cette possibilité qui semble raisonnable, elle trouve quelques problèmes sérieux. Surtout, comme tous les psychiatres savent, les hallucinations, en général, sont des phénomènes qui ne sont pas, du point de vue perceptuel, très riches. Ils sont pauvres. C'est une personne qui écoute une voix dans sa tête, qui parle avec quelqu'un, qui imagine quelqu'un. Mais dans ces expériences de mort imminente, nous sommes dans la création de tout un univers. Ce n'est pas seulement une voix d'une personne, seulement une autre personne qui est là. Non, tout est nouveau. C'est une création très puissante. Et
les psychiatres restent sceptiques qu'on peut créer une hallucination ainsi complète, ainsi complexe comme celle que ces patients font la description. Alors, ça reste un mystère. Et évidemment, j'avais le sujet pour ce bouquin, qu'est-ce qui se passe quand on meurt, mais il me manquait quelque chose. Comment toucher le sujet du point de vue scientifique qui nous permet d'aller un petit peu plus loin. Et il y a 3 ans, je pense, j'étais à Paris chez Hubert Reeves et on causait autour de ces sujets. Et il m'a raconté une chose qui c'est le théorème de Bell. Et il m'a dit, bon, ça peut être pertinent pour ce sujet. Et j'étais très intrigué à ce sujet. Alors j'étais de retour au Portugal et j'ai étudié les théorèmes de Bell et j'ai trouvé une expérience. Il y a une expérience qui c'est l'expérience de la double fente. C'est une expérience qu'on peut décrire comme l'expérience plus mystérieuse que la science a jamais fait. C'est une expérience qui a été commencée au 19e siècle par un physicien anglais, Thomas Young, et elle est développée pendant le 20e siècle. Albert Einstein a dit qu'il a passé plus de la moitié de sa vie intellectuelle à penser à cette expérience. Si mystérieuse elle est. Alors, on va voir un petit vidéo qui nous explique l'expérience. Je vous propose de vous concentrer pour comprendre l'expérience et on parlera à son sujet après la vidéo. Un petit peu difficile à comprendre, mais elle est cruciale parce que tout le mystère est là dans cette expérience. L'expérience à double fente nous montre 2 choses. Première chose, si vous avez bien remarqué, l'électron, c'est une particule de matière. Il y a un tas d'électrons ici. L'électron, quand il passe par les 2 trous, il fait l'interférence. C'est une onde parce qu'il fait interférence entre un avec l'autre. Mais ce qu'ils ont fait, c'est seulement un électron chaque fois. Et ce qui se passe, c'est qu'on trouve encore l'interférence. Mais avec quel électron il fait l'interférence puisqu'il est le seul électron là? La réponse c'est qu'il fait une interférence avec lui-même. Parce que l'électron, il passe simultanément par la droite et la gauche. C'est pas, il faut souligner ça, c'est pas 50% ici et 50% non. C'est 100% à la droite et 100% à la gauche. Vous comprenez? En même temps. Je suis ici, ça veut dire que je ne suis pas là. Mais dans le monde quantique, la même particule, elle est ici, elle est là. Dans les 2 trous simultanément. Alors ça, c'est le premier mystère que cette expérience nous présente. Une chose peut être en 2 coins en même temps. Le deuxième mystère est encore plus mystérieux. C'est que quand on commence à observer, l'électron devient une particule. Si on n'observe pas, il est une onde. Du moment où on commence à observer, il redevient une particule. Comme s'il savait qu'on l'observait. Mais c'est une particule de matière sans conscience. Alors, comment on s'explique ça? Einstein disait, l'expérience à double fente avec un électron, c'est incompréhensible. Il a écrit ça. Et c'est vraiment incompréhensible. Einstein a dit, eh bien, quand on n'observe pas l'électron, il est une onde fantôme, Gespechtenfeld, un champ ondulatoire fantôme. Ça veut dire qu'elle n'a pas existence réelle. C'est une onde, vous savez, la réalité est ici, le rien est là. Mais la réalité a une sorte de sub-réalité où les choses sont quelque chose mais ne sont quelque chose. C'est le monde du virtuel, du potentiel. C'est le monde du fantôme. OK? Et c'est l'observation, quand on fait l'observation, que l'onde se transforme dans une particule réelle.
Le moment où on arrête à faire l'observation, elle redevient un fantôme. C'est ainsi la réalité. Et Einstein, il avait un ami, un physicien juif portugais, Abraham Paes, qui a fait sa biographie, le titre en anglais c'est « Subtle is Lord », je suis sûr que c'est traduit en français aussi, « Subtil est le Seigneur » peut-être. C'est la grande biographie de Einstein. Et un jour, Einstein, il se promenait avec Abraham Paes et il a dit, bon, cette expérience nous montre que la Lune, elle n'existe pas si on ne la regarde pas. Et j'ai du mal à croire à ça. Ça, c'est absolument fou. Mais c'est finalement ce que l'expérience nous montre. Alors, je vais vous donner 2 exemples pour aider à comprendre l'expérience, les conséquences philosophiques de cette expérience. Nous avons ici une monnaie, c'est de 2 centimes. OK. Alors, imaginons-nous que nous allons nous promener, nous nous promenons maintenant au marché des puces de Lyon, et il y a un illusionniste dans le marché des puces, ok? Et alors, il fait le truc de la monnaie. Alors, il a la monnaie, c'est dans laquelle ment est la monnaie. C'est où? Alors, vous savez qu'il y a 50% de possibilité d'être à la droite et 50% de possibilité d'être à la gauche. Finalement, elle est à la gauche. OK. Dans cette expérience, la monnaie, elle est réellement dans une main. OK? C'est vous qui ne savez pas où est la monnaie, mais elle est réellement dans une main. Mais dans l'expérience de la double fente, on trouve que, imaginons-nous que ça, ce n'est pas une monnaie, c'est un électron, ou un atome, ou une molécule. Et elle reste, et je fais le truc, ok? C'est où la monnaie? C'est où l'atome? C'est où l'électron? Et vous savez, bon, peut être 50% ici, 50% là. La réponse, c'est l'électron est au même temps dans les 2 mains. Et au même temps, en aucune main. Vous comprenez? Et seulement au moment quand j'ouvre la main, que l'électron va être créé dans une main, parce que c'est le moment de l'observation. OK? Avant, la monnaie n'existait pas. Deuxième exemple, mais n'existait pas ontologiquement, réellement elle n'existait pas. Ce n'est pas seulement la question de que vous ne savez pas dans quelle main. Non, elle n'existait pas. Et elle existait au même temps dans les 2 mains. Un autre exemple, il existe un jeu dans les ordinateurs qui s'appelle Second Life. Vous connaissez Second Life? Bon, mais on peut parler de Second Life ou on peut parler d'un autre jeu quelconque, n'importe quel. Dans un ordinateur, imaginons-nous que nous sommes dans Second Life, par exemple, et il y a une rue, et il y a la maison, c'est la maison où notre avatar il vit, et alors nous entrons dans la maison. Alors, la question que je vous pose, c'est où est-ce que la rue est après que j'entre dans la maison? Où est-ce que dans l'ordinateur est la rue? Elle n'est plus. Parce que vous êtes maintenant à l'intérieur de la maison. La rue est devenue virtuelle. Elle est là d'une certaine façon, mais potentielle, virtuelle. Si vous sortez de la maison, elle devient réelle. Et la maison, l'intérieur de la maison devient virtuel. La réalité est ainsi. Nous sommes ici à ce moment dans ce salon, je ne sais pas comment je peux dire, cette salle, ok, très bien. Et ça a une existence réelle. Chacun de nous a une maison. Cette maison, à ce moment-là, est virtuelle. Elle n'a pas une existence réelle. Le moment où vous sortez de cette salle, la salle devient virtuelle. C'est ce que cette expérience nous montre. Le moment où vous arrêtez d'observer, elle redevient une onde fantôme. Personne ne regarde pas la Lune devient un fantôme. Elle devient un fantôme virtuel. Elle existe et elle n'existe pas. Elle est dans cette sous-réalité où, entre la réalité et le rien. Elle est dans ce monde virtuel.
Et alors, les scientifiques ont fait une expérience très intéressante, c'est la double fente. Cette expérience a été développée avec des nouvelles techniques. Et au XXe siècle déjà, il y avait un scientifique américain, John Wheeler, qui a proposé une expérience plus développée de la double fente qui s'appelle de double fente retardée. Et dans cette expérience, ce qu'il a proposé de faire, c'est on fait l'observation des deux trous, mais pas au moment où l'électron passe pour les trous, mais après passer. Après qu'il passe, on va déterminer par quel trou il a passé. OK? On pourrait penser, bon, dans cette situation, puisque au moment où l'électron passe dans le trou, il n'est pas observé, il passe en tant qu'onde fantôme. Et puis, il est observé, il devient une particule. Mais finalement, non. Puisqu'on peut trouver dans quel trou l'électron passe, il passe en tant que particule. Alors, la conséquence, et cette expérience, il a proposé ça dans les années, je pense, 50, et cette expérience a été faite dans les laboratoires très récemment, en Amérique et en Europe. Et c'était ainsi, oui, même si on n'observait pas les trous, mais on pouvait déterminer plus tard par quel trou la particule a passé, elle passait en tant que particule et pas en tant qu'onde. Alors, ça veut dire que l'information voyage pour le passé. Vous comprenez ça? L'information voyage pour le passé. La conséquence de cette découverte, vous avez vu ce film Interstellar? Il y a un moment, Interstellar a été fait, le scénario, avec des physiciens qui ont donné des conseils. Il y a un moment où le personnage, l'héros, il parle avec sa fille quelques années avant. Alors il donne l'information pour le passé. Et ça, c'est possible de se faire. Parce qu'on sait à cause de l'expérience à double fente retardée que ça se passe. Et ça veut dire, pour qu'on peut comprendre les conséquences de cette découverte, que après cette présentation, vous sortez d'ici, la salle devient virtuelle, évidemment, et vous regardez le ciel. Il y a peut-être une étoile qui est à, imaginons-nous, 10 000 années-lumière d'ici. OK? Et vous regardez l'étoile, et qu'est-ce que vous irez voir? La lumière en tant que particule, qu'elle vous arrive. Alors, ça veut dire qu'il y a 10 000 ans, l'étoile savait que ce soir, vous irez l'observer. Et alors, la lumière, il y a 10 000 ans, est partie, cette lumière est partie en tant que particule. Pour que, aujourd'hui, quand vous regardez, elle est là, en tant que lumière. Vous comprenez? Ça, c'est la conséquence de cette expérience. Et alors, ce que je veux dire, c'est que ce que les scientifiques, ce que je vous présente ici, c'est de la science. C'est la science solide, ce n'est pas la science-fiction. Et les scientifiques disent, si demain, on va changer toutes les théories scientifiques, sauf une, on est sûr que la seule théorie scientifique qui va rester solide, ça sera celle-ci, la théorie quantique. Elle est plus solide que la théorie de la relativité, parce qu'elle explique tout ce qui se passe dans le monde quantique, dans le monde des particules. Et c'est très important de comprendre ça, parce que cette théorie nous montre que la conscience n'est pas seulement une création de l'univers, la conscience, elle va créer l'univers. Elle est à la source de l'univers. Sans conscience, la réalité n'existe pas. Et alors, on retourne au problème de la presque mort. Nous avons parlé du onde fantôme. Et comment est-il possible que la conscience peut mourir si elle est la source de la réalité? Et c'est ça, je pense, la réponse pour le grand mystère de ce qui se passe quand on meurt. Merci bien.
Parce que dans l'expérience, on voit que l'onde part, mais on voit pas de retour sur l'onde. Votre observation sur la mort, il faut dire que j'ai reçu quelques emails de lecteurs qui m'ont dit après lire votre bouquin, on a presque envie de mourir.